préparé et bien mis. Ok. Alors, Oui, ça me donne un petit côté pharaonique. mais c'est impressionnant. Oui, oui, c'est impressionnant. Je suis Dark Vador. Vous savez, Je suis ton père. Vous n'êtes pas mon père. on ne sait jamais Oui. chez les Grecs. Bonsoir. Cette semaine, c'est un moment exceptionnel, historique, car Conversation chez la Pérouse n'est pas chez la Pérouse. C'est une conversation dans la Creuse, au domicile de Pierre Michon, qui publie une pièce de théâtre, Ageladas d'Argos, chez Flammarion. Chaque semaine, je demande à mes invités qui est le plus grand écrivain français vivant. Votre nom revient souvent. Et donc c'est un grand Il n'y en a honneur. pas toujours. Non, pas toujours. Pierre Michon, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous, dans la Creuse, à votre domicile, pour la deuxième fois. On s'était vu cette année, mais vous êtes très prolifique et du coup, on revient. On vous dérange pas trop? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est que on allait voir Mallarmé tous les 6 mois, Oui, ou tous les 6 ans. oui, c'est vrai. Maintenant, c'est comme si j'étais Victor Hugo. Oui. On vient me voir tous les 3 jours. Oui. Et alors, je me suis dit, la barbe, là, c'est pas pour ressembler à Victor Hugo, justement? Pour faire joli, je dirais bien que oui. Mais, vous savez, il a eu la barbe tardivement. Ah oui, mais vous aussi? Ah oui, à mon âge, il bouffait les pissenlits par la ratine depuis un sacré bout de temps. Oui. Il est mort en 85, il avait 80. Et non, à mon âge, il était vivant. Eh ben alors, vous voyez? Bon, non, c'est parce que c'est moins fatigant. Il a qu'à laisser pousser. Oui. Euh, Mais c'est pas par hasard pour ressembler à ce type-là, hein, oui, hein, oui, un guerrier grec? oui. D'ailleurs, le grec qui a fait la photo, enfin la statue, il m'a téléphoné. Maintenant, je fais comme Solers. Oui. Je dis tout le temps, il m'a téléphoné. Il m'a téléphoné hier. Il m'a dit, ça t'a pas gêné que je te fasse les dents plus longues que les tiennes? Je dis pas du tout. Au contraire. Bon, alors c'est une pièce de théâtre, Ageladas d'Argos, qui est publiée chez Flammarion. Dans une collection, en fait, cette collection, il y a une contrainte, c'est de choisir une œuvre d'art et d'écrire à partir de cette œuvre d'art. Par exemple, il y a eu Marie-Hélène Lafont qui a écrit sur Cézanne, ou Philippe Forest qui a écrit sur Shakespeare. Et, Il y a un beau livre de Yannick Enel oui, sur le Caravage. voilà. Et donc là, Michon choisit Ageladas d'Argos, sculpteur réel ou inventé? Il a existé, aucun doute. Tout le monde dit, par exemple, qu'il a été réellement le maître ouvrier, enfin, de la grande génération, Phidias, Miron, Polyctète, enfin les grands. Mais quand même, pour une année 2025, vous avez fait en début d'année un dialogue avec Homère, j'écris l'Iliade, et là, en fin d'année, vous discutez avec Échille à propos de ce sculpteur. Qu'est-ce qui vous gêne dans les 2500 dernières années, qui vous intéresse pas, et qui fait que vous allez toujours chercher 2500 ans en arrière? Vous savez, 2500 ans en arrière, pour cela, si j'avais fait des textes comme Abbé ou comme les 11
ça aurait été moins... Oh, si, les 11, pareil. Mais, Les 11, ça se passait en 1794. oui, mais c'était Oh, l'installation de la République oui. en France. Cette période n'est pas n'importe laquelle. C'est le moment où la Grèce invente tout, en fait, le logos, mais notamment invente la notion de démocratie en politique. Donc, c'est chez nous. Ah non, c'est très, très important. Et pinaille sans cesse Oui. sur le sens de République, alors qu'ils l'ont. La tyrannie, enfin, la royauté, mais ils appellent ça la tyrannie, ou la République, c'est les deux seules formes de gouvernement, dit Aristote, avec, enfin, des gouvernements d'hommes libres, parce que la grande majorité sont des esclaves, et les esclaves, Aristote se demande si c'est vraiment des hommes. Oui. Pas pareil. Alors c'est un hasard, mais déjà la semaine dernière, je recevais Michel Onfray pour parler d'une histoire philosophique de l'Occident, et il parlait que de l'Antiquité. Et là, vous aussi, Pierre Michon, ça vous passionne. Et là, il y a beaucoup d'humour, hein, parce que Oui. vous passez beaucoup de temps à dialoguer. Il y a un personnage qui s'appelle Michon, qui discute avec Échille, avec Apollon. Oui. Oui, Apollon, d'ailleurs, qui n'est qu'un dieu, a du mal à dire son nom. Il l'appelle Mison. Mison. Mais, ou bien il fait l'intéressant. C'est Apollon, vous savez, donc. Ouais. Il est malin. Mais je me demandais, comme vous avez eu ces problèmes de santé il y a quelques années, vous avez failli mourir, est-ce que dans cette période-là, vous les avez rencontrés, tous ces Grecs-là, Oui. Oui, c'est ça. Hein. Et Oui. donc, en fait, maintenant que vous êtes revenu à la vie, Oui, oui. vous nous rapportez ce que vous avez... les discussions que vous avez eues avec eux. Notamment, quand j'étais au plus bas, à train de faire, enfin, un petit hôpital près d'ici, je ne pouvais plus rien lire que quelques polars et Tintin, et j'ai pu relire la grande trilogie de Sophocle sur les fils d'Échille, sur ce dont il est question Ouais. dans Échille, pas dans les Perses, dans les 7 contre Thèbes. Mhm. D'accord. Et là, c'est le sujet. Je voudrais raconter comment on s'est connus. Parce que nous, on s'est rencontrés à la remise du Grand Prix de la Bibliothèque nationale de France. C'était en 2022. Moi, j'étais membre du jury et vous étiez le lauréat. Et puis, vous aviez cette machine à respirer, là, le respirateur artificiel. Et donc, je vous ai dit que vous me faisiez penser à Dark Vador. Alors, ça vous a fait rigoler, on a sympathisé. Et là, je trouve dans le dernier, dans cette pièce de théâtre qui se passe dans l'Antiquité, Dark Vador est cité souvent. Oui, Pourquoi? Parce que Star Wars, c'est la même chose que Homer. oui. Je crois que le personnage inventé par je ne sais qui dans l'équipe de Pixar, c'est ça? Maintenant, ça leur appartient. Ça appartient à Disney maintenant. Mais à l'époque, c'était George Lucas. Ce personnage est une invention fabuleuse qui rejoint dans sa puissance la mythologie des dieux antiques. Il a quelque chose d'une divinité noire antique. Mhm. Et avec sa respiration Ouais. qui impressionne beaucoup. Mhm. Et donc ce surnom ne vous dérange pas si je vous dis que vous êtes le Dark Vador, voilà. Le Dark Vador des lettres françaises, Pas du tout. ça vous dérange pas. C'est très bien. Ben voilà. Mais c'est vrai que ça vous donne un style quand même. C'est assez remarquable. Or que si vous voulez filmer comme ça après tout.
Ah, ça ne nous dérange pas, nous. Hein. Ça ne nous dérange pas. Est-ce qu'il est bien mis, là? Je crois. L'appareil est bien mis? Ok. Alors, Oui, ça me donne un petit côté pharaonique. mais c'est impressionnant. Oui, oui, c'est impressionnant. Je suis Dark Vador. Vous savez, Je suis ton père. Vous n'êtes pas mon père. on ne sait jamais Oui. chez les Grecs. Vous, votre père, vous l'avez pas connu. Non. Il a quitté votre mère quand vous aviez 2 ans Ouais. et vous l'avez jamais vu de votre vie. Si, Oui. il est venu voir ma mère quand j'étais à l'école primaire, un jour d'école. Je suis sorti, ma grand-mère est venue me chercher à l'école, et ma mère m'a dit, j'ai dit bonjour monsieur, un homme en larmes avec ma mère, et ma mère a dit, dis bonjour papa. J'ai dit bonjour papa. Ça m'a pas laissé de trace extrêmement... C'était la Oh. seule fois. et c'était... Oui, Votre jeunesse est quand même assez dissipée, hein, puisque vous faites un peu des études de lettres, et puis vous voulez être écrivain, et vous n'allez être publié qu'à 40 ans. Donc il y a eu quand même 20 ans où, en gros, vous avez quoi? Vous avez attendu de pouvoir écrire les vies minuscules? Donc vous avez Non, un peu rien foutu c'est-à-dire- pendant 20 ans, c'est ça? j'écrivais. Oui. Le désir d'écrire était en moi et ne m'a jamais quitté depuis que j'avais 12 ans. Oui. Mais je pensais que ça m'était impossible, que ça ne m'était pas dû, que j'étais trop nul. Et Et comme- j'ai vécu, vous savez, quand on est un jeune homme qui n'est pas allé de sa personne, on qui voit. en plus veut être écrivain, dont le discours est brillant, les dames n'y sont pas insensibles, Mhm. et les dames, qui en général gagnent de quoi vivre pour une personne, gagnent aisément de quoi vivre pour deux, si Donc- elles aiment. Mhm. Donc vous avez été un peu soutenu par les femmes. Exact. Et vous étiez d'ailleurs dans le théâtre à cette époque-là. Vous vouliez J'ai faire fait du théâtre. Vous faisiez aussi, du théâtre, oui. pendant 2 ans. Mais ça a capoté par ma faute, parce que vraiment, c'était toutes les fois qu'on se revoit, on en parle. C'était une petite troupe qui s'est installée à Clermont-Ferrand avec pour tout salaire, par comédien, un carnet de tickets de resto Ah oui. et une petite baraque qui nous prêtait. Mais il a fallu attendre Et jusqu'à attends, 80 ans pour écrire du théâtre pour la première fois. Oui, oui, oui. C'est quand même alors qu'à l'époque déjà vous jouiez quelle pièce? Quelle pièce? Oui. C'était souvent des pièces engagées, parce qu'à l'époque, Ah oui. j'étais gauchiste. Ah c'est- d'accord. Donc J'ai joué notamment... du Brecht, euh, non? on a joué du Brecht. Ouais. On a joué le plus célèbre, Beckett. Arthur, oui. Mais oui, Oui. on a joué aussi du pas engagé. Ouais. Beckett, Goldoni, comment il s'appelle, Gorky. Oui, oui. Donc quand vous avez décidé d'écrire cette pièce de théâtre, est-ce que vous avez repensé à ces années de jeunesse où vous rêviez d'être acteur de théâtre? Je n'ai pas rêvé d'être acteur comme j'ai rêvé d'être écrivain. Mais je me disais, si ça marche. Or, ça n'a pas marché par ma faute, parce que pendant
pendant... on s'était installé à Annecy. Et pendant cette période, je me suis fâché avec Françon, qui était Françon... Alain Françon, oui, bien grand, sûr, qui s'est occupé de l'Odéon. Et toutes les fois que je le revois, on se dit qu'est-ce qu'on a été con. Ouais. Mais en fait, en gros, vous étiez est-ce qu'on peut dire un autodidacte qui veut devenir écrivain, n'y arrive pas, et du coup vous buviez, vous étiez assez violent. Oui, j'ai eu une période de grande violence. Ouais, ouais. D'ailleurs, toute ma jeunesse, je peux dire, de 18 à 30 ans, jusqu'à ce que je rencontre une femme qui, elle, de façon violente, elle aussi, m'a dit « tu vas écrire, maintenant Ouais. ». Eh bien, où j'ai été d'une grande violence. Je cassais tout. Chez les gens, j'avais ce défaut que tout à coup, je ne m'en prenais jamais aux personnes. Puis elles s'en prenaient à moi. Et il fallait bien, bon. Mais je m'en prenais aux objets. Oui. Je prenais ce pot de fleurs, je le jetais par terre. Mais c'est raconté dans Les Vies minuscules, votre premier livre, Ouais. puisqu'il y a une scène de bagarre où vous faites casser la gueule par un type, Oui. et vous vous retrouvez à Ah oui, l'hôpital. en effet. Et là, à l'hôpital, vous avez un camarade dans votre chambre, un type très malade, qui a un cancer, qui est incurable, et qui refuse d'être soigné, et qui dit « Je suis un illettré ». Et vous avez eu l'idée à ce moment-là d'écrire sur ces personnes dont l'histoire n'était jamais racontée. C'est l'histoire d'un écrivain ou Oui, oui. ce meunier. Il veut pas guérir parce qu'il sait pas écrire. Ouais. Oui, c'est ça, oui. Oui. Et peut-être toutes ces vies minuscules, vous vous êtes dit, tiens, c'est ça le livre que j'attends depuis 40 ans. C'était... Oui. Il vous Oui. manquait un sujet. Vous aviez le style, mais vous n'aviez pas le sujet. J'avais pas. Ouais. Je ne savais pas. Un soir, j'étais reçu chez une amie, Annie Desfosses, à qui je dois beaucoup de soins. Enfin bon. Et un soir, vers 7 heures, je me dis, tiens, à quelle occasion? Je ne sais pas. Une occasion me fait penser au colonialisme à l'ancienne. Mhm. Tout à coup, je me dis, tiens, qu'est-ce qui ressortait les anciens colons français quand ils maltraitaient la population? Est-ce que c'était comme Aristote avec les esclaves? Ou est-ce qu'il leur prêtait une âme? Et là, je me suis dit, mais il y en a un que t'as bien connu, non, mais dont ta grand-mère Oui. t'a beaucoup parlé, C'est c'est l'orphelin, André Dufourneau. André Dufourneau, Eh qui est bien, le premier des vies minuscules. j'ai écrit cette vie minuscule en 1 heure, Ah oui. sans une rature. J'ai retrouvé le manuscrit. Ah oui. là. Oui, mais, pardon de vous interrompre, maître, mais c'est pas 1 heure, c'est 40 ans. C'est en 40 ans de macération, de douleur, de frustration, de ne pas y arriver, et tout d'un coup, en 1 heure, le truc sort. Non, Comme vous le croyez pas? café, vous savez, la caféine, on dit qu'on a. Ça, bref. Oui, 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 bien sûr, oui, je sais pas comment on peut dire, la substantifique moelle du café. Oui. Euh, Oui, mais les vies minuscules qui ont suivi, il m'a fallu 3 ans pour écrire les vies minuscules, une tous les 6 mois. Des fois, je laissais passer 1 an. Et il y en a qui m'ont pris 1 heure, et d'autres 1 mois, hmm. ou 2 mois. Non, mais pour les gens qui nous regardent et qui rêvent d'écrire, ce qui est fou, c'est que vous n'ayez jamais laissé tomber. Parce que vous auriez pu renoncer.
Vous n'avez jamais renoncé. C'était mourir. Or, je ne suis pas suicidaire du tout. Vous êtes presque mort il y a 5 ans. Est-ce que là, vous n'aviez pas eu envie d'écrire sur cet affrontement entre la vie et la mort aussi? Oui. Oui. Comment dire, c'est un affrontement entre le oui et le non. Dont le oui nietzschéen sort toujours vainqueur. Même dans cette pièce Oui. où on bouffe des cervelles, qu'est-ce qu'il en reste finalement? Qu'est-ce qui reste de prégnant? Sinon la charité d'une vieille esclave qui est, comment elle s'appelle, je ne sais plus, enfin la vieille esclave de Thèbes. C'est le sujet de la pièce. Mais le sujet de la pièce, c'est aussi la beauté. C'est-à-dire, vous dites plusieurs fois que vous citez d'ailleurs un vers de Baudelaire, ô beauté, monstre énorme, effrayant, ingénu. Et il y a quelque chose un lien entre la beauté et la férocité. Chez vous. Oui. Oui. D'ailleurs, quand j'écris, je suis féroce. Je suis féroce. Vous n'avez pas l'air comme ça. Je me sens féroce quand j'écris. Il y a un lien, mais ça n'est pas l'envie de tuer. Non, mais écoutez, je vous cite. Vous dites, la beauté, cette idée, ce personnage de guerrier, cette idée pataugeant dans ses tripes en mangeant une cervelle d'homme. Ça, c'est votre définition de la beauté. C'est la définition qu'on donne Corentin, le peintre des 11. Donc. Oui. Bon, c'est pas vous, d'accord. Mais les 11, donc j'explique, les 11, c'est. Corentin, c'est un type qui voulait qu'on coupe des têtes. Oui. Alors. Les 11, c'était le comité de salut public pendant la terreur de la Révolution française. Vous avez écrit un livre. C'est une situation semblable. Oui. C'est une situation grecque, quasiment grecque. D'ailleurs, eux-mêmes disaient, comment dire, il n'y a jamais eu, c'est injuste. On n'a jamais vécu il n'y a jamais eu de république qu'à Sparte. Seule Sparte. Cette question-là, on dirait qu'elle vous plaît parce que vous voulez compliquer votre postérité. Je m'explique. Vous aviez pendant longtemps une image d'écrivain provincial qui parlait de la campagne, que ce soit avec les V minuscules et puis certains des livres qui ont suivi, notamment lesquels les Beunes, la grande et la petite Beune. C'est pas rural. C'est une histoire de cul. Histoire d'amour, mais ça se passe à la campagne. Qui se passe en Dordogne. Bon, et donc du coup, là, cette année, j'écris l'Iliade, puis la pièce de théâtre, vous corrigez un peu cette image avec de la férocité, de la guerre. Est-ce que je me trompe? C'était une légende, vous savez. Après les vies minuscules, il y a une pléiade de Limousin toutes qui m'ont pompé. Non, vous pensez à qui? Pas à personne. D'accord. Mais donc, ceux qui m'ont pompé et qui m'ont établi. Il y a parmi les écrivains, la principale source de vente d'un écrivain littéraire comme moi, c'était les écrivains littéraires, très doués parfois, mais mauvais en littérature la plupart du temps, et invendus, qui voudraient trouver comment vendre. Non, ils ont décalqué leur image sur la mienne. Vous dites le merle plagie le rossignol, c'est-à-dire, c'est vrai ça? C'est vrai. Le merle? Le merle a un chant qui est un appel à l'amour, le merle mâle, mais il chante comme le moineau, comme le chante mâle,
Les femelles, ça marche pas. Ça marche pas. Ouais. Alors, il imite des tas d'oiseaux jusqu'à ce que ça marche. S'il a la chance d'entendre un rossignol qui est mirifique, alors là, les filles... Et donc, vous pensez que le rôle de l'écrivain, c'est de faire comme le merle? Oui, C'est d'imiter Homère ou Échille et... ou la Bible. Ou la Bible, oui. Comme... Vous savez, la littérature est tout entière occidentale, est tout entière sortie enfin occidento-orientale, puisque est tout entière sortie d'Homère et de la Bible, Oui. tout entière. C'est des reprises. C'est peut-être ça, d'ailleurs, l'autre message de ce livre, c'est que l'Antiquité, c'est un truc de jeunes. Oui. Oui. Ah oui. C'est une belle définition. C'est-à-dire que Homère, Échille, les enfants, allez voir, ça parle de la vie, de l'amour, de la mort, de la guerre. Ça vous concerne aussi. Quand j'ai repris l'Iliade, il y a... Avant de faire j'écris l'Iliade, j'étais cloué. Je l'avais pas relu depuis un bout de temps. J'étais sidéré par non pas modernité, mais l'éternité Ouais. de ce texte. Car je t'aime, ô éternité. Page 96, la statue, elle nous parle, hein, la statue qui est ici. Elle nous parle et elle dit « Je persévère dans mon être. Le bronze, pas plus que l'algue ni la bête, couverte d'écailles ou non, n'aimons disparaître et mourir. Alors Pierre Michon, s'il vous plaît, persévérez dans votre être. La langue française a besoin de vous. » C'est une phrase de Spinoza, vous savez, toute chose Oui. persévère dans son Oui. être, Oui. veut persévérer dans son être. Et pour terminer, je voulais juste dire, le passé, c'est votre avenir. Bonsoir. Merci Pierre Michon. Merci Merci, infiniment. cher Frédéric.